est dans une culture qui pense majoritairement que le corps est une sorte de machine biologique, quelque chose d'assez mécanique dont on peut étudier les lois et qui est très prévisible. Et donc c'est la médecine en fait qui s'occupe du corps, et cette médecine ne s'occupe pas, ne se préoccupe pas ou peu de l'état psychologique de la personne, de ce qu'elle vit intimement, personnellement. Elle s'occupe voilà, de sa pathologie physique. Et de l'autre côté, quand les gens ont des pathologies psychologiques, ils vont voir un psychologue ou un psychothérapeute qui ont tendance à très peu s'occuper de son état corporel. C'est-à-dire qu'on est dans une scission où on a des champs de recherche qui s'occupent du corps et des champs de pratique comme la médecine, et puis des champs de recherche et des champs de pratique qui s'occupent de l'esprit. On hérite d'une tradition philosophique de dualisme qui est vieille de plusieurs siècles, et on le voit nettement à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, c'est les médecins qui s'occupent du corps et c'est les psychologues qui s'occupent de l'esprit. Or, ces dernières décennies, on a remis en question cette scission, et il y a des nouveaux champs de recherche scientifique qui se sont constitués, qui ont étudié justement les relations entre le corps et l'esprit. Et on peut penser notamment à ce qu'on appelle la psychoneuroimmunologie, qui a commencé à étudier les grands systèmes du corps, donc le système neuronal, le système endocrinien, le système immunitaire, en parallèle avec les émotions. Et on s'est rendu compte, par exemple, que les molécules qui sont utilisées par ces systèmes pour communiquer sont exactement les mêmes molécules qui sont produites quand il y a des émotions. Et on se rend compte qu'on ne sait plus très bien qui, de la poule ou de l'œuf, crée des émotions. Est-ce que c'est le corps qui crée des émotions, ou est-ce que les émotions sont créées dans l'esprit et elles influencent le corps? Et on est dans un espèce de mélange comme ça qui fait qu'on est obligé de conclure qu'on ne peut plus séparer le corps et l'esprit. Voilà. On est obligé maintenant, au regard des résultats de la psychoneuroimmunologie, de considérer une unité corps-esprit. Et c'est une tendance qui est en train d'apparaître donc dans les champs de la science, mais aussi dans les champs de la médecine. De plus en plus de médecins se rendent compte que selon le rapport qu'ils ont avec leurs patients, selon voilà, comment les choses vont être amenées, ça va influencer l'évolution de la maladie du patient. Et évidemment, les psychologues se rendent compte que selon l'état corporel dans lequel est un de leurs patients, ben, ça va influencer leur psyché. Donc on est de plus en plus avec des professionnels et de la recherche et de la santé qui tentent des ponts pour brouiller un peu les pistes entre cette séparation corps-esprit. Quand on s'aventure sur la question de la relation entre le corps et l'esprit, il y a évidemment une autre notion importante qui se présente, c'est la notion de placebo. Alors un placebo, c'est quoi? C'est un acte médical, un médicament qui ne contient aucune efficacité. C'est-à-dire qu'on va donner à un patient une pilule de sucre dans laquelle il n'y a aucun principe actif. Par contre, le patient, quand on lui donne, va croire que c'est un vrai médicament, et parce qu'il croit que c'est un vrai médicament, il va guérir, alors qu'il n'a effectivement pris aucune molécule effective. Donc c'est la croyance que quelque chose est efficace qui fait que ça devient efficace. Donc cette notion de placebo met clairement en évidence comment les croyances qu'on a peuvent nous amener à guérir. C'est-à-dire que lorsqu'on prend un médicament dans lequel il n'y a rien, mais qu'on guérit quand même, on ne peut pas dire que c'est le médicament qui nous a guéris, puisqu'il n'y avait rien dedans, mais c'est la croyance qu'on prenait un médicament puissant, effectif, qui fait qu'on a guéri. Donc ça, c'est le placebo. Alors, ce placebo a une situation très dérangeante dans le monde de la médecine. Quand on teste un médicament dans le monde de la médecine, on a un groupe de personnes qui va prendre le médicament et on a un groupe de personnes qui va prendre un placebo. Et en fait, ce qu'on va mesurer, c'est la différence entre l'effet des gens qui ont pris un médicament et l'effet des gens qui ont pris un placebo. Et cette différence va montrer l'efficacité du médicament. Mais c'est un effet gênant pour les médecins. Alors qu'en fait, on pourrait regarder le placebo comme quelque chose de fort intéressant.
C'est-à-dire que finalement, ce que ça nous montre, c'est que ce qu'on pense, ce qui se passe dans notre psyché, la disposition psychologique qu'on a, l'état émotionnel dans lequel on est, peut influencer notre santé. Et ça, c'est un levier de guérison très important. Donc le placebo peut être dénigré, et c'est souvent comme ça qu'il est présenté. On dit « Ah, mais c'est juste un effet placebo ». Ou alors il peut être valorisé parce qu'il met en évidence la puissance de l'esprit à se guérir s'il croit que ce qu'il fait est bien pour lui. Ce que les études montrent, c'est que le placebo compte pour 30% des guérisons. C'est-à-dire que quand on a un résultat avec un médicament, il faut imputer 30% des résultats au placebo. Donc c'est énorme, c'est un tiers des guérisons. Ça peut aller jusqu'à 50 ou 70% dans certains cas de pathologie psychologique, c'est-à-dire en cas de dépression ou en cas de schizophrénie. Il y a des études qui ont montré que selon le rapport que le patient avait avec le médecin, eh bien, un placebo pouvait guérir jusqu'à 70% des cas de dépression ou de schizophrénie. Si on parle de placebo pour des effets positifs, on peut aussi voir qu'une croyance peut avoir des effets négatifs. Et là, dans ce cas-là, on parle de nocebo. C'est-à-dire que si on croit que quelque chose est néfaste pour nous, il se peut que cette croyance ait des effets néfastes pour nous. Voilà. Si par exemple on croit qu'on est en train de prendre une substance toxique alors qu'en fait elle ne l'est pas du tout, la croyance que cette substance est toxique peut avoir un effet négatif sur nous. On voit par exemple l'effet du nocebo dans des cas de personnes qui peuvent être qualifiées d'hypocondriaques, c'est-à-dire que si elles pensent qu'elles sont malades de quelque chose et elles ont l'impression de souffrir de tout un tas de problèmes, eh bien, il se peut que leur organisme commence réellement à manifester des symptômes qui correspondent aux maladies qu'elles pensent avoir. Et là, on voit une application directe donc, de la croyance sur l'organisme. Et pour aller plus loin dans cette idée de l'organisme humain doté de capacités incroyables, on peut du coup se pencher sur un domaine de recherche qui a longuement étudié les capacités incroyables de l'organisme humain, c'est la parapsychologie. C'est-à-dire que la parapsychologie est un domaine scientifique qui a été formé à la fin du XIXe siècle et qui a opéré pendant tout le XXe siècle et qui s'est penché sur les capacités extraordinaires du corps humain, c'est-à-dire du côté de l'esprit, on va s'intéresser à la voyance, à la précognition, à la télépathie, voilà, toutes ces capacités extraordinaires de l'esprit, mais du côté du corps aussi à la capacité à produire des effets physiques étonnants, à faire de la psychokinèse, c'est-à-dire à modifier en fait la structure de la matière. Et donc là, on a un domaine de recherche qui a osé quelque part poser un regard scientifique sur ces phénomènes extraordinaires afin d'essayer de mieux comprendre quels sont les rouages ou en tout cas d'attester d'objectiver leur réalité. Donc parmi ces capacités psy de l'être humain qui ont été étudiées par la parapsychologie se trouve la psychokinèse qui est la capacité à modifier la structure d'un objet physique ou de le faire bouger, même parfois de le faire léviter. Voilà, on est vraiment avec des études assez étonnantes qui ont mis en évidence que l'être humain a la capacité de modifier physiquement certaines structures. Et cette notion de psychokinèse peut prendre une place importante quand on s'intéresse à la guérison. Parce que quand on s'intéresse, par exemple, à l'effet que peut avoir un guérisseur sur quelqu'un d'autre, ou quand on s'intéresse à l'effet d'auto-guérison sur soi-même, on est bien en présence d'un effet qui va restructurer le corps. C'est-à-dire que quand on a, par exemple, un os qui est cassé et qui se répare plus rapidement que prévu, mais quand on a aussi des tumeurs qui disparaissent, on est bien avec une substance physique qui se modifie ou disparaît. Et donc, on est là avec un effet de psychokinèse. C'est-à-dire que quelque part, il y a eu, par effet de placebo, par l'utilisation d'une médecine efficace, par une démarche personnelle et des prises de conscience ou des profonds lâcher-prise, il y a eu quelque part une information
psychique qui a changé et qui a eu un effet sur la matière biologique du corps. Donc, dans le domaine de la parapsychologie, on appelle ça la biopsychokinèse, c'est-à-dire, quelque part, c'est le pouvoir de l'esprit sur la matière biologique. Et donc, cette biopsychokinèse est au cœur de la guérison. C'est-à-dire que c'est potentiellement ce qui se produit quand quelqu'un guérit miraculeusement. D'un seul coup, sa matière change. En ce qui concerne l'action des guérisseurs, là aussi, il y a eu de nombreuses recherches scientifiques qui ont été menées en laboratoire, où on a demandé à des guérisseurs, donc des gens qui avaient la réputation de produire des effets particuliers, de faire des tests, notamment sur des souris ou sur des grains qu'on a mis à germer, pour voir si, avec un groupe contrôle, si le guérisseur aurait plus d'effet sur le groupe qui était, sur lequel il faisait des passes énergétiques. Et effectivement, ces études ont montré que les grains avaient tendance à pousser plus vite quand ils recevaient des soins de guérisseurs, ou que les souris guérissaient plus rapidement de petites entailles qu'on leur avait faites que le groupe contrôle qui n'avait pas reçu ce soin des guérisseurs. Et donc ce que ça met en évidence, c'est que, encore une fois, le corps humain semble aussi capable d'avoir une influence bénéfique sur autrui. C'est-à-dire on a parlé de la capacité d'auto-guérison, mais on peut aussi voir que cette psychokinèse peut être exercée sur un autre corps. Et c'est sûrement ce qui se passe chez les guérisseurs, c'est qu'en fait, ils arrivent à mobiliser une intention, une concentration particulière qui fait qu'ils aident quelqu'un d'autre à guérir plus vite. Alors quand on parle de guérisseurs, il y a tout un panel de techniques en fait très vaste. On peut penser aux coupeurs de feu, aux penseurs de secrets, aux magnétiseurs, on peut éventuellement inclure le Reiki. Voilà, il y a énormément de techniques qu'on classifie dans le domaine des guérisseurs, et il faut aussi savoir que ces techniques peuvent se pratiquer, mais se pratiquent aussi souvent à distance. C'est-à-dire que là aussi, ça pose la question de l'effet du guérisseur. Est-ce que c'est un effet énergétique ou est-ce que c'est un effet informationnel? Parce qu'un guérisseur peut parfois opérer sur une photo alors que la personne se trouve à des milliers de kilomètres, ou même parfois juste avec un prénom ou juste un coup de fil. Voilà. Donc est-ce que c'est une énergie qui circule entre le corps du guérisseur et la personne concernée, ou est-ce que c'est une capacité du guérisseur à agir à un niveau informationnel, à changer une information qui aura un effet sur cette personne malgré la distance en fait. Voilà, donc ça c'est des questions qui sont soulevées et auxquelles il y a des réponses variées, mais enfin c'est des questions qui sont traitées à l'heure d'aujourd'hui par des gens qui sont à la pointe des recherches sur les médecines alternatives. Deux petites anecdotes en ce qui concerne les coupeurs de feu. Il faut déjà savoir que dans la plupart des services de grands brûlés, il existe des listes de coupeurs de feu qui sont plus ou moins officielles, elles sont souvent officieuses, mais il n'est pas rare que des médecins ou des infirmières dans ces services qui reçoivent des personnes qui ont été gravement brûlées fassent appel aux services de coupeurs de feu, ou en tout cas encouragent les familles à les appeler. Donc c'est assez étonnant, c'est-à-dire que là on est avec quelque chose qui est à la fois reconnu par les médecins, mais officieusement. Voilà. En tout cas, c'est quand même une anecdote qui est souvent mise en avant par les médecins qui agissent sur le terrain. Une autre anecdote intéressante, c'est que justement cette réalité de la présence des coupeurs de feu dans les hôpitaux est telle qu'elle a fait l'objet d'une thèse de médecine, notamment en Savoie. Donc un médecin a construit sa thèse sur l'utilisation des coupeurs de feu par les hôpitaux en Savoie. Et quand on s'occupe de ce qui ne va pas, on s'occupe inévitablement des résistances, des programmes qui nous freinent. Là encore, quand on rentre dans ce domaine-là, tout un monde s'ouvre à nous. Parce que, quelles sont les résistances? Déjà, on peut voir qu'on fait partie d'une espèce, l'espèce humaine, qui obéit à certains programmes. On voit qu'on fait partie d'une culture
qui a évolué et qui véhicule un certain nombre de messages auxquels on est fidèle. On voit qu'on fait partie d'une famille qui a donc des messages transgénérationnels, des mémoires transgénérationnelles qui nous arrivent de nos ancêtres. Donc déjà, quand on prend ces programmes-là, il y a pas mal de travail à faire. On peut, par exemple, être en désaccord avec quelque chose de culturel et c'est ça qui nous rend malade. On peut être souffrant parce qu'il y a une blessure qui traverse notre famille et elle arrive jusqu'à nous. Et bien sûr, au milieu de ce champ informationnel collectif, il y a aussi tout ce qui concerne notre individualité, c'est-à-dire qui on est, nous en tant que personne, et toutes les informations qui font qu'on est unique. Et là aussi, dans cet ensemble de formations qui font qu'on est unique, il y a pas mal de causes, il peut y avoir pas mal de causes de maladies, notamment ce qu'on a vécu depuis qu'on a été conçu, les éventuelles blessures qui n'ont pas été régulées par notre organisme. Voilà, on a aussi toute notre histoire, qu'on appelle alors l'histoire biographique, qui va jouer dans la maladie et qu'il va falloir aller regarder. Les personnes qui sont en rémission, qui connaissent des rémissions assez spectaculaires ou soudaines, ont tous eu une profonde prise de conscience. C'est-à-dire qu'il y a une expérience fondamentale qui se vit pour la personne, une expérience intime qui relève d'une prise de conscience ou d'un lâcher-prise. De quoi on parle quand on parle de prise de conscience profonde? On ne parle évidemment pas juste d'une compréhension mentale, c'est-à-dire comprendre sa maladie au niveau intellectuel ne suffit pas. Vouloir guérir ne suffit pas. Avoir des pensées positives de manière un petit peu pleine d'espoir, mais qui ne soient pas connectées à qui on est réellement, ne suffit pas non plus. Donc on n'est pas dans la pensée positive simple, on n'est pas dans la compréhension mentale, on est vraiment dans une espèce de confrontation profonde, à un lâcher-prise profond, à des prises de conscience qui vont modifier profondément qui on est. Et à ce moment-là, en modifiant profondément qui nous sommes, cela va modifier profondément notre structure biologique. Et là, on voit réellement le pouvoir de l'esprit sur le corps, ou les deux, parce que c'est difficile de séparer les deux. Mais en tout cas, là, on voit comment souvent le dénominateur commun des grandes guérisons, c'est vraiment un changement profond dans cette vision du monde, cette vision de soi-même, cette vision de la maladie. Et souvent, ça passe au minima par un questionnement existentiel et au maxima par un questionnement spirituel, c'est-à-dire une forme d'ouverture à une dimension sacrée qui peut être laïque. On n'est pas forcément, on n'est pas obligé de se raffilier à une religion ou une autre, mais d'avoir cette reconnaissance que quelque chose de sacré est à l'œuvre. Voilà, et une sorte de lâcher-prise de la petite personnalité dans quelque chose qui est beaucoup plus vaste. Une chose importante à dire par rapport à la guérison, c'est que aucune technique ne peut garantir que si on la pratique, on va guérir. La guérison reste un phénomène mystérieux qui est aussi très personnel, c'est-à-dire chaque personne est unique et elle vivra la guérison qui lui correspond. On peut aller jusqu'à dire qu'en réalité, la maladie dont on souffre est une manière de conscientiser de nouvelles choses. Voilà, il y a pas mal d'experts qui présentent la maladie comme une opportunité de guérir, de comprendre, de grandir.